Voilà, donc générique. I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Le 19 septembre dernier, au Club de l'Étoile avait été projeté un documentaire qui s'intitule Dans la tête de Godard et de Beauregard, un documentaire réalisé par Hind Boukhli, d'ailleurs que je salue, et j'ai eu la chance d'animer le débat. Et il y a une troisième personne qui s'est greffée à ce débat, qui est mon invité de ce soir, qui s'appelle Fabien Ramblier. Et Fabien Ramblier a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas soupçonner. Il m'a offert son livre sur Georges de Beauregard, que je montre, voilà. Au cœur de la nouvelle vague, édité chez Assiel. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est important pour moi, les livres. Et donc, je l'ai lu et je l'ai contacté. Et il faut absolument que tu viennes en parler. Même s'il avait commencé à dire 2-3 petites choses. Mais je m'étais excusé, j'étais pas très à l'aise. Et parce que je déteste parler avec quelqu'un auquel j'ai pas lu le livre. Et là, maintenant, c'est chose faite. Donc, il a accepté. Et je suis très content. Et on se tutoie. Donc, voilà. Première question godardienne. Comment vas-tu ? Oui, ça va bien, tout va très bien. Merci de l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir parler du travail qu'on vient de faire. Donc, je trouve ça très sympa de m'avoir invité. Deuxième question. Est-ce que tu as vu Nouvelle Vague ? Bien sûr, j'ai vu Nouvelle Vague. Je l'ai vu pratiquement à sa sortie. Je l'attendais depuis que j'ai su que ce film se tournait, puisque nous, tu le disais, on a travaillé avec Hind sur son documentaire et moi sur le livre. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est là-dessus, qu'on travaille sur ces archives. Et du coup, l'année dernière, en 2024, au printemps 2024, quand j'ai appris que le film était en tournage, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, d'arriver, il y a une espèce de conjonction de choses, c'est dans l'air du temps, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'était pratiquement, je l'ai appris pratiquement au moment où le livre partait chez l'éditeur, partait à l'imprimerie en fait. Voilà, donc le livre est sorti dans l'été et depuis, j'ai suivi un petit peu ce qui se passait, les bandes annonces. On a rencontré l'un des comédiens du film qui était venu à une projection du documentaire à Lyon. C'est le comédien Antoine Besson qui joue Chabrol. Ah oui. Voilà, donc, et qui était venu à la projection de Lyon un petit peu par hasard. Et, il nous a envoyé un mot en disant « Ah, j'ai vu qu'il y avait une projection au Comédia, je connais très bien le cinéma, donc je viens ». Et voilà, donc ça a permis d'échanger un petit peu avec lui, c'était très sympa. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger par écrit avec d'autres des comédiens, mais en tout cas, oui, on l'attendait avec impatience. Et c'était intéressant de voir, même si il y a quelques petites libertés qui sont prises avec la vérité. Mais bon, après, on est entre la fiction et la réalité, en fait. Voilà. Et de Beauregard, alors, qu'est-ce que tu en penses Parce que Pierre Rission, moi, j'ai bien rigolé. Hein. Bon, bref. Ah oui. De Beauregard, oui, quand même. Mais moi, j'aime bien. Enfin, on a fait une émission avec François Bégodeau. Maintenant, tout le monde sait que je trouve le film plutôt intéressant. Mais de Beauregard, toi, tu vois de Beauregard. De Beauregard, alors, j'avais échangé un petit peu avec le comédien qui est plutôt sympathique, qui voulait lire le livre. Et alors, j'ai trouvé que le personnage n'était pas tellement présent finalement sur le tournage, et puis que la vision de Linklater était un petit peu édulcorée par rapport à Beauregard, qui est un personnage assez fantasque, il faut quand même le dire. C'est quelqu'un qui partait à l'aventure comme ça, qui a été capable de se lancer sur un scénario, sur une absence de scénario plutôt, puisqu'il n'avait que 4 pages écrites. Et peu de producteurs vont se lancer comme ça. Donc, je trouvais qu'on ne sentait pas trop ce côté aventurier du personnage, et puis ce côté un peu aussi... c'était quelqu'un qui s'emballait aussi bien dans le positif que dans le négatif. Quand la scène, par exemple, où il trouve Godard qui ne travaille pas
j'ai trouvé cette scène très très calme par rapport à ce qui s'est réellement passé, parce qu'il ne faut pas oublier que ils se sont empoignés et que c'est des journalistes du journal d'en face qui les ont séparés. Donc ça a été beaucoup plus violent que ça. C'est pas juste un simple croche-patte et il se relève et il s'en va. Non, non, ça a été. Borgard est quelqu'un qui était capable de s'énerver beaucoup. Il était très excessif, je pense, parce que j'ai pas eu la chance de le connaître, mais les archives ont permis de bien cerner le personnage, et puis surtout le fait de travailler avec le fils de Bruna, qui lui l'a côtoyé depuis son enfance, qui m'a raconté énormément de choses, m'a permis de savoir que voilà, c'était un personnage qui était excessif dans tout, dans tous les domaines, dans l'enthousiasme, dans l'excès, dans la colère, dans la bouffe, dans tout, quoi. Bah d'ailleurs, tu racontes une anecdote. Non, pardon, c'est pas une anecdote. Lorsque tu questionnes le cas Rosier, il y a un moment, tu décris une scène quand même assez costaud entre Rosier et de Borgard, parce que oui, de Oui. Borgard, il avait une sacrée droite, on va dire ça comme Oui, ça. voilà, c'est ça. Il était capable pour parler vulgairement, d'être capable de mettre son poing dans la gueule du mec d'en face, quoi. Si il y a un moment, il sentait qu'il n'y avait plus de dialogue possible. Je pense c'était aussi un homme de dialogue, mais qu'il avait ses limites. Et ses limites, c'était l'argent, parce que produire un film, ça coûte cher. Et lui produisait avec assez peu de moyens finalement, donc c'était toujours des montages financiers un peu comment dire, pas limite, mais des montages pas toujours très très sûrs. Et du coup, il fallait pas que ça dépasse, parce que dans ce cas-là, le film était mis en péril et sa production était mise en péril. D'ailleurs, le film de Rosier lui a coûté très cher. Ça, plus les interdictions de films de Godard, et c'est ce qui lui a fait manquer de mettre la clé sous la porte à plusieurs reprises. Alors, tu parlais de lui en tant qu'aventurier, mais ça serait intéressant, parce qu'il n'y aura pas que Godard, hein. Le livre ne parle pas que de ça, même si c'est Non, vrai bien sûr. que le travail qu'ils ont fait ensemble est un travail vraiment assez impressionnant, et voire même peut-être unique, à part 2-3 exceptions. Mais le côté aventurier, ça n'a pas commencé avec Godard. Ça serait intéressant peut-être de nous raconter un peu d'où il vient ce Borgard, et puis surtout sa fonction première à la base, enfin son métier premier, qui n'est pas Oui. producteur. Ça, c'est aussi Non. À la base, à la fin de la guerre, il était en Espagne, et en fait, il importait des films américains pour les distribuer. Il était journaliste au départ. Et puis après, il importait des films américains pour les distribuer en Espagne. Et puis, de fil en aiguille, ça lui a donné envie de produire. Et donc, il a produit plusieurs films là-bas, dont Mort d'un cycliste de Bardem. Et c'est vrai que le virus a pris comme ça, quoi. Il a fait ses gammes un petit peu là-bas, et il savait que le vrai pays du cinéma, c'est la France. Donc, il voulait revenir en France et produire des films en France. Donc, il est rentré et il a créé sa société qui s'appelait Iberia Film, avec laquelle il a produit un premier film qui se voulait ambitieux. Il avait la sœur de Brigitte Bardot dans le casting, il a produit Ramon Shaw, et il a fait La Passe du Diable avec Schoendorfer, chez qui il retrouvait cette passion pour l'aventure, et puis surtout un passé de résistant. Donc ils avaient toujours énormément de choses à se raconter, et ils parlaient de leur guerre et de leurs souvenirs très très souvent. Et voilà, donc c'est vrai que quand Schoendorfer est arrivé avec le projet de La Passe du Diable, Borgard a tout de suite dit OK, on y va. Et l'aventure est partie comme ça. Et c'était une véritable aventure, parce que c'était une toute petite équipe. Et ils sont partis la fleur au fusil, comme on dirait, parce que c'était en Afghanistan. Les conditions étaient très spartiates. Il n'y avait pas moyen de faire vérifier ce qui était tourné dans la journée. On ne pouvait pas faire développer les rushs. Enfin voilà, la pellicule partait. Ils n'avaient aucun retour de ce qu'ils avaient vu, de ce qui avait été tourné. Donc c'était très compliqué. Et puis même, il y a eu toutes les histoires avec au moment où Nasser
a nationalisé le canal de Suez, donc tous les Occidentaux dans les pays arabes devenaient un peu suspects, donc le tournage a dû s'arrêter, enfin c'était une grande aventure. Donc non, c'était un vrai aventurier, et il l'a prouvé dans tous les films, enfin dans énormément de films qu'il a fait, que ce soit l'aventure, je dirais exotique, comme ça a pu être dans La Place du Diable, ou dans des films comme La 317e section. Et puis aussi l'aventure personnelle, avec des gens comme Godard, où il s'embarquait dans des films où il ne savait pas toujours où il allait, mais même avec Rosier, il ne savait pas où il partait. Il disait, bon, ok, on y va. Et puis c'est vrai que la rencontre avec Godard a été décisive, et c'est ce qui lui a donné, c'est ce qui a créé chez lui cette façon de tourner un petit peu, qui a donné naissance, pas vraiment donné naissance, mais qui a conforté cette nouvelle vague naissante. C'est que c'était l'un des rares, si ce n'est le seul producteur, à être capable de partir sur un film sans avoir de scénario. Voilà, il a appris ça avec Godard, et puis il a eu confiance dans les autres. Oui, mais il a appris ça avec Godard, mais en même temps, le fait de se lancer dans ce genre de nouvelle configuration filmique, j'imagine que c'est pas né comme ça. Il doit y avoir quelque chose. Le fait de se dire, bon, il y a 3-4 pages, peu importe, c'est pas grave. Puis il va pas faire ça que pour lui, il s'en fiche. En fait, au départ, il voulait un scénario. Il venait d'un cinéma qui était plus classique. Ce qu'il avait fait en Espagne était beaucoup plus classique. Ramon Chaos, c'est un film très classique dans sa construction. La Place du Diable, c'est déjà un film plus compliqué, parce que là, c'est entre le documentaire et le film. Il y avait pas, le scénario s'écrivait presque au jour le jour aussi, donc il avait déjà un petit peu ce côté-là, il avait déjà eu cette vision des choses qu'il va avoir avec Godard après. Mais avec Godard, ça a été poussé vraiment à l'extrême, puisque Godard refusait d'écrire. Alors, refusait d'écrire, oui et non, parce que il a refusé d'écrire pour le montage financier du film. Mais il a quand même écrit. Puisque dans les archives auxquelles on a eu accès, aussi bien pour le documentaire que pour le film, on a découvert 68 pages de script écrits à la main par Godard, d'à bout de souffle. Donc il a écrit pratiquement la moitié du film. Il n'a pas tout écrit, mais il a écrit pratiquement la moitié du film. Et ça, Bourgard a quand même pu s'appuyer là-dessus. Mais il a financé le film sur 4 pages. Voilà, donc ça, il fallait oser aussi le faire. Et du coup, pour les films suivants, il s'est passé la même chose. Godard refusait d'écrire, et puis les films recevaient un bon succès critique, et donc Bourgard y a cru. Et puis il avait un principe, c'est qu'il travaillait avec des gens. Il aimait travailler avec les gens, il aimait rencontrer des nouvelles têtes, il aimait s'investir avec des gens qui étaient passionnés. Parce que voilà, il croyait à l'humain, et donc il avait une entière confiance dans Godard, puisqu'ils ont quand même fait 8 films ensemble, et donc quand Godard lui présentait des amis, il disait, s'ils ont autant de talent que Godard, allons-y, je fais des films avec eux. Et il partait à l'aventure comme ça, sans forcément avoir plus de scénarios que ce qu'il avait eu avec Godard. Avant de découvrir les archives de Bruna de Bourgard, qui a d'abord été sa secrétaire, puis ensuite qui a fini par l'épouser, tu connaissais un petit peu ce personnage? Il t'intéressait déjà, ou c'est Georges de vraiment... Bourgard? Oui. Alors Georges de Bourgard, non, moi j'en ai entendu parler la première fois de Georges de Bourgard par Philippe, le fils de Bruna de Bourgard. Parce que je travaille avec lui depuis un peu plus de 20 ans, et c'est vrai que sur les tournages, il nous racontait ses souvenirs quand il était assistant. Il a été assistant de Chabrol, il a été assistant de Schoendoerfer, de Coutard, voilà, de tous ces gens-là. Et il nous racontait des souvenirs de tournage. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de Georges de Bourgard. Mais en dehors de ce qu'il nous racontait, j'avais pas de connaissance de son travail particulièrement. Donc bien évidemment, je me suis renseigné, parce que Philippe m'avait parlé des films de Godard, il m'a fait parler un petit peu de tout ça, mais j'ai découvert d'autres films que je ne connaissais pas et dont il ne m'avait pas parlé en ouvrant les archives. Et c'est vrai que l'ouverture de ces archives, ça a été c'était la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est extraordinaire. Il y avait combien de dossiers? Il y avait combien de cartons? Ça correspondait à quoi exactement? C'est
un jour, Philippe m'appelle, me dit, voilà, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Alors, j'avais rencontré Bruna peu de temps avant son décès. Et on avait parlé beaucoup, justement, elle m'avait parlé de son mari, elle m'avait parlé des films et tout ça. Et en fait, quelques mois après son décès, Philippe m'appelle et me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Donc je vais à son bureau, comme j'allais très souvent puisqu'on travaillait ensemble. Et j'arrive sur le bureau, qui est un bureau assez grand, et sur la table centrale, il y avait un tas qui faisait, je sais pas, 90 cm de haut, sur 2,50 m de long, de cartons, entassés les uns sur les autres. Et il m'a dit, voilà, c'est toutes les archives de Georges de Bourgard qui ont été classées par Bruna. Et ben, ouvre-les, regarde ce qu'il y a dedans et dis-moi ce qu'on peut en faire. Voilà, donc je suis arrivé assez surpris. Le premier carton que j'ai ouvert, forcément, c'est À bout de souffle, puisque c'est quand même le premier film qui vient à l'esprit quand on parle de cette période-là et de la nouvelle vague. Et j'étais comme un môme dans un magasin de bonbons, quoi. C'était terrible, parce que je découvrais des lettres, des petits mots de Godard, des lettres de Bourgard. J'ai trouvé une photocopie de ces 68 pages de scénario. Je me dis, oh là là, une photocopie du scénario écrit à la main. Et puis, 5 minutes après, je suis tombé sur les vraies pages écrites à la main. Donc là, je me suis dit, mais c'est fou de tomber là-dessus. Et puis, en ouvrant les autres cartons, c'est pareil. Que ce soit les cartons Varda, Demi, Rosier, Rivette, enfin, c'est fou de se dire, d'avoir l'impression d'avoir entre les mains l'histoire du cinéma. Et pas que l'histoire du cinéma français, puisque on sait que tous ces films-là ont influencé toute une génération de cinéastes, et même plusieurs générations de cinéastes dans le monde entier. Voilà, quand on parle de la nouvelle vague, quel que soit le pays dans le monde dans lequel on va, les gens vous disent, ah oui, À bout de souffle. Donc c'est vrai que c'est avoir entre les mains un pan entier de l'histoire du cinéma mondial, c'est extraordinaire. Mais alors, comment on fait? Combien de temps ça prend? Et comment on fait pour que ces archives-là finissent par devenir ça? Alors, j'avais la chance que Bruna avait pris énormément de notes toute sa vie durant sur ce qui se passait sur les tournages et pendant la production des films. Donc, je pouvais me baser sur ces notes. Et puis, il y a également toutes les archives. Quand je dis toutes les archives, c'est-à-dire les rapports scripts, les petits mots que pouvaient laisser certains techniciens, les réalisateurs, les échanges d'écrits entre Georges de Bourgard et ses réalisateurs, entre Georges de Bourgard et la commission de censure. Enfin voilà, donc en fait, j'avais la chance aussi que tout soit très bien classé. Donc, la première chose qui m'est venue quand la décision d'écrire le livre a été prise, parce que la première décision, c'était pas d'écrire un livre. On a travaillé avec In dessus en se disant on va monter un projet d'expo. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir des problèmes de droit sur les photos et que c'était très très compliqué. Ouais. Donc on s'est concentré In sur le documentaire, moi sur l'écriture du livre. Et donc on est parti l'un comme l'autre sur un ordre chronologique en fait. En se disant, voilà, on a la chance que tout soit bien classé, on va faire film par film. Alors, il y a certains films que j'ai regroupés parce que je ne pouvais pas parler de tous les films, il y en a plus de 48, je crois. Et puis certains sont moins intéressants que d'autres. Mais voilà, la structure s'est montée comme ça. C'est qu'est-ce que j'ai comme information pour tel film et où je vais pouvoir trouver des informations qui vont m'assurer que je ne suis pas en train de faire fausse route et que je n'interprète pas ce que je lis. Voilà, parce que c'est aussi important de pouvoir comparer les notes qui étaient prises, les documents que j'avais entre les mains, avec ce que d'autres, bien plus aguerris que moi sur cette période-là, avaient pu écrire. Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y a certaines légendes qui courent et qui ne sont pas complètement vraies, par exemple. Tu savais ce que tu ne voulais absolument pas faire avec ce livre? Oui, je ne voulais pas faire un livre sur la vie personnelle de Georges Bourgard. Parce que ça, j'estime que c'était de l'ordre du privé. Bruna avait pris également beaucoup de notes sur sa vie avec Georges Bourgard et en accord avec Philippe, je pensais que c'était pas nécessaire et que ça n'apporterait rien et que les personnes intéressées par la nouvelle vague et éventuellement par Georges de Bourgard seraient beaucoup plus intéressées par sa vie professionnelle que par sa vie personnelle.
Voilà, donc je ne me suis pas étendu sur sa vie personnelle. Tu restes dans le film, quoi, comme on dit. Voilà, il y a quelques anecdotes, mais très peu de choses sur sa vie personnelle. Comment est-ce que bon, le livre le dit, mais je fais comme si je ne savais pas. Mais est-ce que quand il travaille, bon, avec Godard, mais aussi ensuite avec Demy, Varda, Rosier, donc on va revenir après sur Rosier parce que là c'est autre chose aussi. Rosier, Melville, Oui, Chabrol, Schoendorfer. On va rester dans les années 60. Est-ce que tu as cette impression que qu'il a cette capacité de s'adapter à tout type de cinéma, ou alors est-ce qu'il a toujours la même base et de cette base ensuite il arrive à s'adapter? Alors en fait, je pense que lui, il avait envie d'un cinéma plus classique à la base et qu'il s'est laissé happer par ce côté nouvelle vague, mais il est revenu quand même à ses premières amours, puisqu'il a voulu produire Melville. Et le Doulo, c'est un film beaucoup plus classique dans sa construction. C'est pas un film nouvelle vague du tout. Les films de Melville, même s'ils ont influencé la nouvelle vague, ne sont pas des films nouvelle vague. Ils ont un scénario extrêmement écrit, un découpage très précis, des plans qui sont très léchés, une lumière. Voilà, on est loin de l'esprit nouvelle vague. On est dans l'esprit nouvelle vague parce que on reste sur des budgets qui sont pas énormes, mais dans l'esthétique, on n'est plus vraiment dans la nouvelle vague. Non, lui, en fait, il aimait le côté aventurier de la nouvelle vague, mais il aimait aussi le cinéma plus classique, et il l'a montré d'ailleurs plus tard dans sa carrière en revenant à un cinéma beaucoup plus classique finalement. Il a décroché de la nouvelle vague après numéro 2 et Comment ça va. Là, il a commencé à prendre ses distances et il est revenu à un cinéma beaucoup plus construit. Il a voulu relancer des films à sketch qui étaient un genre très à la mode dans les années 50. Ce qui lui a permis de tester des nouveaux réalisateurs comme Bertrand Tavernier, enfin voilà, il a pu tester les jeunes réalisateurs comme ça. Même Maurice Pialat aurait dû travailler avec lui, mais finalement il se sentait pas prêt, donc ça ne s'est pas fait. Mais voilà, il oscillait en permanence entre cette aventure nouvelle vague et son envie de faire un cinéma plus classique. Est-ce que c'était un producteur à cette période-là, c'est-à-dire les années 60, qui était on parlait de Godard, on parlait de Demy, on parlait de ces gens-là, il y avait la politique des auteurs pour le coup, mais est-ce que c'était un producteur qui était, j'imagine, assez respecté dans le milieu, mais est-ce que c'était quelqu'un qu'on oubliait un peu facilement dans, on va dire, le public large, voire même ailleurs? Est-ce qu'il avait sa place? Est-ce qu'on le considérait? C'est comme tout. Je pense que c'est comme tous les producteurs. Quand un film marche, c'est le succès du réalisateur, et quand un film se plante, c'est la faute du producteur. Donc voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. Le producteur, je dirais pas que c'est le grand oublié du cinéma, parce que c'est lui qui finance les films et qui va trouver l'argent pour pouvoir financer les films. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est un personnage un petit peu mystérieux. On sait pas trop ce que fait un producteur. Quand on n'est pas dans le milieu du cinéma, on sait pas trop ce que fait un producteur. On sait qu'il ramène de l'argent, qu'il met de l'argent sur un film, mais est-ce que c'est le sien? D'où vient cet argent? On ne sait pas vraiment. Donc, dans le milieu, c'était quelqu'un de très respecté. En dehors du milieu du cinéma, je pense pas que c'était quelqu'un d'extrêmement connu. Et même la remise de son César, c'était un nom qu'on entendait, c'était un nom qu'on voyait sur les écrans. Qui justifiait le fait que le public connaissait son nom quand on lui a remis son César d'honneur. Mais voilà, ça reste comme tous les producteurs. On ne met pas forcément une tête sur un nom de producteur. Dans les archives, est-ce que tu arrives à cerner la méthodologie de Borgard, la méthode de Borgard? La méthode de Borgard, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. La méthode de Borgard, c'est de dire, bon, je vais faire un film, je vais bien trouver de l'argent pour le faire, et en cherchant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, j'ai un peu de budget sur celui-là, je vais raboter un peu le budget de celui-là pour le mettre sur l'autre, et voilà. Donc, dès qu'il avait une proposition intéressante, il se débrouillait pour trouver l'argent pour le faire. Il a raté assez peu de films, enfin, raté dans le sens, pas dans le sens qualitatif, mais dans le sens quantitatif. Il y a peu de films qu'il voulait faire qu'il n'a pas fait. Il y en a quelques-uns, mais globalement, il a fait presque tous les films qu'il voulait faire.
parce qu'il se débrouillait toujours pour trouver un petit peu d'argent pour faire son film. Voilà, quand il a travaillé avec Chabrol, il s'est retrouvé sur le Vampire de Düsseldorf avec la moitié du budget qu'il avait prévu au départ. Bon, bah, il a dit, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va finir le film avec la moitié du budget, tant pis. Voilà, donc il n'avait pas, il avait pas un plan financier précis pour chaque film. Et donc, de ce fait-là, je ne pense pas que c'était quelqu'un qui avait un vrai plan de carrière non plus. Il faisait les films qu'il avait envie de faire au moment où ils arrivaient et avec l'argent qu'il avait disponible à ce moment-là. Mais tu parles de propositions intéressantes, certes, mais on disait aussi que c'était quelqu'un, et tu le dis dans le livre, souvent il dit, moi c'est la personne, d'abord c'est l'homme, ou la femme, peu importe. Mais ça m'intéresserait de savoir par rapport à sa cinéphilie, si tant est, il y avait une cinéphilie. Parce que Godard disait souvent, il nommait 2-3 producteurs hollywoodiens, surtout de l'âge du muet, en disant que pour faire un film, il faut être deux. Je crois que je l'avais même dit le soir du 19 septembre, le cinéaste et le producteur. Mais parce qu'il y avait aussi un côté un peu... Enfin, le producteur était aussi là pour donner des idées de cinéma, pour le coup. Est-ce que c'était du même acabit avec De Borgard? Et pas forcément concernant Godard. Ça peut être aussi avec Demy ou avec d'autres... Alors, pas avec cette génération de cinéastes. Il a eu des idées et des envies de cinéma plus tard, mais sur les premiers films qu'il a produits, il a fait entièrement confiance à ses réalisateurs. Il a fait quelques films, entre guillemets, de producteurs, comme c'est les films à sketch dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il a initié quelques films, comme par exemple Grosse Paris ou des films comme ça, des comédies qui sont vraiment des films que lui avait envie de faire au départ. Voilà, pour lesquels il a cherché un réalisateur et voilà. Mais sinon, ça correspond vraiment aux deux angles de sa carrière qui correspondent vraiment à deux périodes différentes. C'est cette première période d'aventure et cette deuxième période où il avait besoin d'être peut-être un peu plus en confiance ou en tout cas de travailler plus confortablement avec des gens qui avaient une vision plus classique du cinéma. Mais il est passé de l'un à l'autre, tout le temps, en fait. Quand il est reparti faire la 317e section, voilà, quand il a fait ces films-là, quand il a fait le film de Coutard, ça y est, j'ai un trou de mémoire, avec Gene Seberg, enfin avec Mimsy Farmer, c'était Gene Seberg au départ. C'est de nouveau des films un petit peu aventuriers, mais c'est vrai qu'il a eu une longue période où il est reparti sur du film classique, où il a initié lui-même certains des films. Est-ce que c'est le film de Rosier qui va lui montrer les limites de son côté aventurier? Parce que le film ne lui appartient plus à un moment. Non. Voilà, il a fini par lâcher le film. Alors, ça lui a montré les limites sans les lui montrer vraiment, parce qu'il a quand même continué de produire des films comme ça. Le film de Rosier, c'est un cas particulier, parce que c'est vrai que Rosier est parti... C'était presque un film de vacances, entre guillemets. Il est parti comme ça et personne ne savait où il était, ce qu'il faisait. Il y a eu des dépassements de pellicules, du dépassement de temps, à tel point que, comme il l'a fait sur le tournage d'À bout de souffle, il a débarqué sur le tournage pour remettre un peu d'ordre là-dedans et refaire partir la machine. Mais peut-être que oui, le film de Rosier, alors pas forcément au moment du tournage, mais au moment de la post-production, il s'est rendu compte que là, ça devenait plus gérable et que je crois qu'il s'est trouvé une porte de sortie. Cette bagarre qu'il y a eu entre les deux a été finalement lui offert une porte de sortie, la tête haute. Et Rosier est parti avec son film Le finir ailleurs. Mais oui, c'était un film qui a été très très compliqué à gérer parce que énormément de dépassements de tournage. Et il tournait en Corse, il tournait dans des endroits complètement inaccessibles. Donc, c'est ce que je raconte dans le livre d'ailleurs. Il a été obligé de prendre l'avion, débarquer en Corse, faire des heures de route, arriver de nuit à un endroit où plus personne ne pouvait l'emmener. Il a été emmené par un berger sur un âne jusqu'au lieu de tournage en pleine nuit. Avec son chauffeur. Ouais, c'est ça, c'est complètement fou, quoi. Et voilà, c'est très, très, très typique du personnage de Borgard, qui est capable de se lancer dans des trucs en disant c'est pas grave, j'y vais, il faut que j'aille jusqu'au bout.
Mais c'est peut-être qu'effectivement, oui, le film de Rosier a été sa limite personnelle. Comment on pourrait, parce qu'il a quand même fait plus de 7-8 films avec Jean-Luc Godard, Oui, même si le dernier est un peu plus, est beaucoup plus différent. Enfin, c'est totalement différent de ce qu'il avait fait dans les années 60. Et, et en même temps, lorsque Jean-Luc Godard est décédé, bon nombre de personnes, que cela soit sur YouTube ou pas, beaucoup parlaient surtout des années 60. Voilà, bien sûr. très peu parlaient. Donc c'est intéressant ça aussi parce que on ne peut pas ne pas aussi associer à cela de Bourgard. Ça serait intéressant de par les archives, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement, la conclusion qu'on pourrait donner à cette association de malfaiteurs du cinéma entre ces deux personnes. Comment on pourrait conclure cette association-là? Parce qu'on connaît, on sait comment était Jean-Luc Godard, son rapport aux autres. Et c'est très intéressant de voir qu'il y avait quand même une forme de respect assez profond, même dans le film plus qu'une Nouvelle Vague, forme. d'ailleurs, d'une amitié même. Oui, tout à fait. Il y a une profonde amitié entre les deux. Il y a un grand respect de part et d'autre. Même si la rencontre a été assez pittoresque, je dirais, puisque alors c'est justement une des scènes du film qui m'a dérangé, c'est de voir ce rang avec toute la nouvelle vague assise dans le cinéma, alors qu'on sait très bien qu'il n'y avait que Godard qui était présent, puisque Chabrol était en plein tournage, donc il ne pouvait pas être présent dans la salle. Et que Bourgard s'était assis à côté de lui pendant la projection, parce qu'il avait été intrigué par cet attaché de presse qui arrivait avec ses lunettes noires et qui n'a pas enlevé ses lunettes noires dans la projection. Donc il était intrigué, il s'était assis à côté. Mais quand Godard s'est levé en disant « Votre film, c'est de la merde et vous ne ferez pas un rond avec », et Bourgard, par défi, lui a répondu « Si vous avez mieux à me proposer, venez me voir ». Et il est venu. Et de là est née cette amitié entre les deux et ce respect aussi, puisque Godard a respecté le fait que Bourgard était capable de s'engager sur rien, et Bourgard respectait le fait que Godard, en partant entre guillemets de rien, puisque Godard avait tout dans la tête, mais était capable de sortir un film qui devenait une référence. Donc il y avait ce respect, il y avait une profonde amitié, et aussi une grande fidélité. On le voit dans les échanges de lettres entre les deux, puisque on ne peut pas tout publier dans le livre, mais il y a énormément de lettres entre les deux, et Godard est toujours prêt à rendre service, et ça va dans les deux sens. Mais voilà, quand Bourgard se trouve presque en faillite, qu'il appelle Godard pour lui dire « Voilà, j'ai besoin d'un film », et que Godard lui dit « Ok, je vais trouver quelque chose à écrire », et qui lui sort Made in USA. Voilà, il y a ce respect, cette amitié qui va au-delà du simple rapport producteur-réalisateur. C'est qu'est-ce que je peux faire pour aider mon ami, quoi, finalement, quand mon ami a des problèmes. Et ça va dans les deux sens. Voilà, quand Godard a eu un accident de moto, Bourgard a été un des premiers à y aller. Voilà, mais il était comme ça avec tout le monde. Même Tavernier, qui est parti avec perte et fracas des bureaux de la société de Georges de Bourgard, ça n'a pas empêché Bourgard d'être témoin du mariage et d'être présent, et voilà, et de garder ce bon contact avec Georges de Bourgard. Comme avec Brague, d'ailleurs, Gérard Brague, Bien sûr. Il l'a viré parce qu'il ne foutait rien, il disait. Mais grâce à voilà. ça l'a. Voilà, et puis en plus, Bourgard, il avait ce côté où il aimait bien que les gens qu'il avait eu pendant un moment sous son aile réussissent. Parce qu'il avait toujours cette impression, et puis qu'une partie de leur succès rejaillissait sur lui. Voilà, c'est comme un artisan qui crée quelque chose, et puis finalement ça grandit, on est fier de voir ce que ça devient, et voilà, Bourgard avait ce côté presque paternel finalement avec les cinéastes avec lesquels il a travaillé. Comment il va gérer les années 70, voire même un peu avant, hein, parce que la nouvelle vague c'est quelques années, c'est pas les années 60, c'est quelques années. Mais comment il va gérer? Oui. Il revient très vite je dirais que l'un des premiers films qu'il a fait
qui le sort un petit peu de la nouvelle vague, c'est le Doulos. Voilà. Et même le mépris, finalement, est déjà beaucoup moins nouvelle vague, puisque, enfin, nouvelle vague dans l'esprit, même s'il l'est dans le propos. Mais là, pour le coup, Godard avait été obligé d'écrire entièrement un scénario. Donc là, il partait avec un financement classique, avec des partenaires financiers américains, italiens, gros financement, scénario écrit, découpage précis fourni à l'avance, etc., etc. Donc là, il est reparti sur un film beaucoup plus précis. Ça l'a pas et après, ben voilà, ça se ressent sur le reste de sa carrière. Il a enchaîné avec les autres, le Vampire de Düsseldorf, les Chabrol, Marie Chantal contre le Docteur K et tout ça. Il revient à un cinéma plus voilà, je dirais qu'au milieu des années 60, c'est vraiment la période charnière où il est encore un petit peu entre la nouvelle vague et le moment où il va revenir vers le cinéma plus classique. Il a encore quelques films, voilà, c'est ce que je disais, il y a Le Mépris, il y a Pierrot le Fou, mais il est déjà parti sur des financements et des films beaucoup plus classiques avec un public, disons un public plus large, entre guillemets. Mais quand on voit la liste des films, voire même des auteurs et des autrices, quand on regarde ça d'aujourd'hui, en 2025, bon, ça n'a pas forcément perduré. Et je me posais la question, est-ce que le milieu du cinéma de cette époque, finalement, n'avait pas forcément envie de travailler avec lui? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Ah si, le milieu du cinéma de cette époque avait envie de travailler avec lui. Tant que ça a marché, il y a beaucoup de gens qui avaient envie de travailler avec lui. Quand il a eu ses premiers échecs et qu'il a fermé une de ses sociétés et qu'il s'est retrouvé dans un tout petit bureau, là, bizarrement, il y a eu le téléphone a beaucoup moins sonné. Mais ça, c'est un grand classique du milieu du cinéma. Et quand les affaires sont reparties, quand il a de nouveau eu quelques succès, eh ben, les choses sont reparties d'elles-mêmes. Mais voilà, c'est le milieu du cinéma, on sait que c'est comme ça. Non, les gens avaient envie de travailler avec lui. Ils avaient plus envie de travailler avec lui quand il réussissait que quand il ratait quelque chose. Mais il y a quand même une vraie volonté de la part des cinéastes de travailler avec Georges Bourgard. C'était quelqu'un dont on savait qu'il avait, quand il vous faisait confiance, il allait jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il avait son pôle de réalisateurs avec lesquels il aimait travailler. Sa carrière s'axe essentiellement sur Godard, avec qui il a fait 8 films, Schoendorfer, avec qui il en a fait pas mal aussi, 6 ou 7, je ne sais plus. Voilà, Chabrol, avec qui il en a fait beaucoup, et surtout Coutard. Coutard, qui est passé de cadreur à réalisateur, c'est celui avec lequel il a plus travaillé. Donc voilà, il avait ce pôle de réalisateurs avec lequel il aimait bien travailler. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve de nouveau, que Godard et lui se retrouvent de nouveau ensemble au milieu des années 70? Alors. Et que le Godard de 70, c'est pas le Godard de 62. Ah bah c'est plus le Godard de 70. Bah, je pense que Bourgard était un petit peu perdu par le Godard, la période Godard Dziga Vertov. Et je pense que quand Godard a quitté ce collectif, ça faisait un moment déjà qu'il se tournait un petit peu autour. Godard lui avait envoyé plusieurs petits scénarios de courts-métrages, dont certains qu'on a pu lire sont vraiment assez étonnants à lire, qui ne se sont pas faits, mais qui sont étonnants, dont l'un a donné naissance finalement à numéro 2, qui s'appelle Machin Machine, qui a donné naissance à numéro 2. Mais voilà, il y avait déjà cette envie de retravailler ensemble, et Bourgard s'est dit, bon, allez, si on retentait le coup d'à bout de souffle, refaisons un film, refaisons à bout de souffle, faisons un à bout de souffle numéro 2. Et pour lui, il partait vraiment sur une histoire à bout de souffle numéro 2. Et c'est vrai qu'il a été surpris de voir que Godard a fait un à bout de souffle numéro 2 dans l'esprit, mais pas dans le contenu. Il a gardé cet esprit novateur, cet esprit expérimentateur. C'est complètement à bout de souffle, numéro 2 dans l'esprit. Ça reste de l'expérimentation comme l'était à bout de souffle. Mais c'est vrai que le propos est totalement différent. Ça reste, voilà, c'est à bout de souffle sans être à bout de souffle. C'est à bout de souffle dans l'esprit, mais c'est ce que je disais, c'est à bout de souffle dans l'esprit, mais pas à bout de souffle dans le contenu.
Et ensuite, il se passe quelque chose, c'est que c'est là où ils se disputent de Alors, manière lui, il se assez dispute pas, enfin, ils se solaire. disputent pas vraiment tous les deux. Voilà, il y a des coproducteurs, et c'est surtout les coproducteurs qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Il fait un numéro 2, il enchaîne avec Comment ça va. Les deux films ont été tournés en vidéo. Oui, parce Sont qu'il signait toujours pour 2 films. C'est ça, ça c'est toujours, important. Ouais, ça c'est toujours. très Oui, oui, il intéressant. s'engageait pour 2 films. Lui, Toujours. et il engageait ses partenaires financiers toujours sur 2 films aussi. Oui, parce qu'il disait toujours que de toute façon, sur les deux, il y en a forcément un des deux qui va marcher. Donc voilà, bon après c'était pas le cas à tous les coups, mais voilà, il avait cet esprit de se dire voilà, si ça marche, j'enchaînerai tout de suite et je garderai mon réalisateur surtout parce qu'il n'avait pas envie de se faire piquer ses réalisateurs tellement au départ. Voilà, donc non, quand numéro 2 est sorti, ça a déjà été un peu pour ses coproducteurs, ça a été déjà un peu le choc, mais quand Comment ça va est arrivé en projection, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même si Bourgard était un petit peu sceptique, il a quand même soutenu, Godard, mais ça a été la fin de l'aventure. Et c'est vrai que je pense que lui-même ne se reconnaissait plus dans ce que faisait Godard, en fait. Et Inde, qui a fait le documentaire, dit ça très bien, en fait. Godard est devenu... elle dit toujours que Godard est devenu presque peintre. Voilà, il est devenu un artiste totalement autonome avec le fait de pouvoir tourner en vidéo et il travaille comme un peintre. Il met des petites touches voilà, le peintre met des touches sur une toile, lui met des touches dans le film. Il y a des petits morceaux de choses qui vont s'assembler comme ça. Et Bourgard ne se reconnaissait plus là-dedans en fait. Alors c'est toujours facile de dire et si. Alors, et si, oui. il y a quand même eu un autre projet. Il y a quand même eu un autre projet avec Godard, Oui. un gros projet. Qui s'appelle Bugsy Siegel, qui ne s'est pas fait, qui aurait dû être coproduit avec les Américains. Il y avait déjà des préaccords faits, pris avec des producteurs américains, et puis finalement le projet est tombé à l'eau. Mais voilà, il y a quand même eu des tentatives de refaire quelque chose après. Mais ça ne s'est pas fait. S'il n'avait pas été terrassé par la maladie, par le cancer, est-ce que tu penses que il aurait toujours eu la niaque pour continuer à faire du cinéma ou dans les archives que tu lisais, que tu as découvert, est-ce que tu sens quelque chose? Non, il avait toujours la niaque, puisque à sa mort, il était déjà en train de préparer un nouveau film, puisque le fils de Bruna venait de terminer un court-métrage, et ils avaient travaillé ensemble à l'écriture d'un long métrage. C'est ce qu'il dit dans la préface, c'est ce qu'il raconte. Voilà, donc ce film qui s'appelle Châteauroux District, c'était une idée qu'ils avaient eue en commun et que Philippe a écrite. Et normalement, Georges de Bourgard aurait dû produire ce film-là. Mais il s'est trouvé que malheureusement, c'est tombé au moment de sa maladie et que du coup, le projet est resté en stand-by pour être repris finalement par un autre producteur en coproduction avec Bruna. Mais voilà, donc non, il avait toujours cette envie de faire du cinéma. Il le dit d'ailleurs au César, alors qu'il sait très bien qu'il est très malade et qu'il fera certainement plus de films, mais il le dit lui-même, il dit « Moi, mon rêve, c'est de faire autant de films que j'ai d'années. » Voilà, donc cette phrase-là, ça veut tout dire, ça montre cette volonté. Il ne vivait que pour le cinéma. Même son engagement en politique, quand il a voulu se présenter comme député, il l'a fait parce qu'il ne se retrouvait pas dans la politique française. Lui, il avait envie qu'il y ait des députés qui soutiennent la création, qui soutiennent le cinéma, qui prennent des mesures en faveur du cinéma et de la création française. Donc même son engagement politique, il l'a fait pour le cinéma. C'était un vrai passionné. Alors, je rappelle, il y a un livre, Georges de Bourgard, au cœur de la nouvelle vague, mais ça ne parle pas que de la nouvelle vague, et c'est édité chez Aciel, et c'est Fabien Ramblier, donc, d'après les notes de Bruna de Bourgard, qui s'est occupé du livre. Je voudrais savoir, parce que c'est pas commun, non, sa méthode c'est très particulier quand même, mais ce que je sais, c'est que toutes celles et tous ceux qui font leur premier film, leur premier court-métrage, souvent des cinéphiles, sont dans cette idée-là de pas de scénario, on fait ça à l'aveuglette et tout ça. On a tous connu ça, je crois. Enfin, je me permets de le dire.
Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on dit souvent de Godard ou de Chabrol, moins Chabrol malheureusement, encore que, mais d'autres, Demi par exemple, il y a comme ça des connexions aujourd'hui avec quelques cinéastes, comme ça. De Borgard, est-ce qu'il y aurait des connexions, même si l'industrie a changé, beaucoup de choses ont changé, c'est vrai, ma question peut paraître obsolète, mais je la pose quand même. Est-ce que peut-être il y a comme ça des connexions avec le mode de production d'aujourd'hui? On aimerait. On aimerait qu'il y ait des producteurs qui soient capables de s'engager comme ça sur une idée, sur une personne, de se dire tiens, j'ai fait une belle rencontre, ce mec-là est intéressant, cette fille-là, elle a des bonnes idées, j'ai envie de travailler avec. Malheureusement, voilà, on sait très bien que le cinéma maintenant, c'est plus une histoire de marketing et de rentabilité, même s'il y a toujours eu cet esprit de rentabilité dans le cinéma, mais je pense qu'il y avait une liberté bien plus grande à cette époque-là dans les choix qui ont été faits. En tout cas par Georges de Borgard et par d'autres producteurs aussi. Il y a eu d'autres producteurs à cette époque-là qui se sont engagés dans des films d'une façon assez aventureuse. Mais non, malheureusement, je pense pas. Je pense que le cinéma... Alors, paradoxalement, on a les moyens maintenant de pouvoir tourner très facilement et avec très peu d'une toute petite équipe et de faire des choses très intéressantes. Maintenant, avec une caméra à moins de 5 000 €, on peut faire un film, pour certains même avec un téléphone. Donc on aurait les moyens de le faire, mais essayer d'arriver chez un producteur en disant je vais tourner mon film avec ma caméra à 2 000 € ou avec mon iPhone, on va vous rigoler au nez. Alors que, et puis j'ai pas de scénario, voilà, j'ai une idée, je sais comment je vais la tourner, mais j'ai pas de scénario. Bon, ça passerait pas. Mais alors que voilà, Borgard avait cette capacité-là. Il avait cette capacité à croire en l'innovation et à suivre. Voilà, quand Godard lui a dit moi je veux tourner en vidéo, il a dit bah ok, on y va. Je suis sûr qu'ils auraient continué de travailler ensemble. Godard a fait un film 3D. Si Borgard était encore en vie, je suis sûr que c'est lui qui l'aurait produit. Et comme je suis persuadé et que Godard se serait intéressé à la VR et à l'intelligence artificielle s'il était encore en vie. Donc voilà, on manque d'expérimentateurs et on manque un petit peu de gens qui sont prêts à soutenir cette expérimentation. Il ne faut pas oublier que le cinéma, il y a le cinéma, il y a la partie commerciale, il y a la partie film grand public, mais le cinéma, ce qui est intéressant, c'est aussi cette partie plus recherche finalement. Et il faut des cinéastes. Voilà, les seuls cinéastes qui arrivent à faire à peu près ça sont des cinéastes qui se produisent. Voilà, Wenders produit une grosse partie de ses films maintenant et il peut se permettre de faire les films qu'il a envie de faire. Son dernier film au Japon, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu le financer très très facilement s'il n'avait pas presque entièrement financé lui. Mais voilà, ce sont des choses qui malheureusement sont plus compliquées maintenant, paradoxalement. Et c'est dommage. Ouais. Georges de Borgard, au cœur de la nouvelle vague, les éditions à ciel, c'est écrit par Fabien Ramblier, d'après les notes, les archives de Bruna de Borgard. Merci beaucoup Fabien, en tout cas, de Merci Samir. C'était un plaisir. Et vous avez tous les éléments dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez vous procurer ce livre. Merci beaucoup. Merci. Générique. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.